Public Sénat. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin sur notre antenne, l'audition de Delphine Batho, la ministre de l'écologie, était entendue hier par les sénateurs sur la proposition de loi qui vise à mettre en place un système énergétique sobre. Il s'agit en fait d'un nouvel intitulé pour parler de la proposition de loi qui vise à mettre en place un tarif progressif de l'énergie. Or, on a appris hier que cette proposition de loi avait été retirée de l'ordre du jour du Sénat pour Alain Vidalis, ministre en charge des relations avec le Parlement. Il ne s'agit que d'un problème d'agenda de la ministre. Pourtant, ici, au Sénat, il se murmure que ce sont les sénateurs communistes particulièrement opposés à ce texte et à la mise en place d'un bonus-malus pour les tarifs de consommation d'électricité domestique qui auraient peut-être empêché l'adoption de ce texte. Alors, qu'en est-il exactement? Eh bien, élément de réponse avec cette audition. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Delphine Batho, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, sur la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre. Dans notre jargon, elle s'appelle aussi PPL BROT. Je peux d'ores et déjà vous indiquer que la conférence des présidents se réunira demain pour valider le calendrier d'examen de cette proposition de loi au Sénat. Sauf contradiction de la part de Madame la ministre, ce texte devrait venir en séance publique le 30 dans l'après-midi. La commission des affaires économiques se réunira le 17 au matin pour entendre notre éminent rapporteur Roland Courteau, par ailleurs œnologue de l'Aude, et adopter son texte sur la proposition de loi donc à 9h30 le 17. Prenez bien ça en note. Le délai limite des amendements en commission sera fixé au lundi 15 octobre à 15 heures. La commission du développement durable, qui prend un avis sur ce texte et à qui nous déléguons l'examen au fond de 2 articles sur l'eau, nous avons confié à M. Michel Teston, que vous avez confié à M. Pépi, oui, se réunira mardi 16 octobre après-midi. La séance publique est prévue le mardi 30 octobre après-midi et soir, comme je viens de l'évoquer tout à l'heure. Mercredi 31 après-midi, éventuellement le lundi 5 octobre après-midi et soir. Je vais proposer à la conférence des présidents, suite à l'intervention brillante de notre collègue Mirassou, qu'on arrête la séance le 31 à 18 h pour vous permettre de rentrer sur vos territoires, mes chers collègues. Le délai limite donc des amendements en séance est fixé au jeudi 25 octobre à 12 h. Madame la ministre, je sais que votre temps est compté et nous-mêmes, nous devons être en séance publique à 17h30 pour analyser le résultat de la commission mixte paritaire sur la loi logement. Et donc, je vous laisse la parole immédiatement pour nous exposer la position du gouvernement sur ce texte de transition énergétique et de lutte contre la précarité énergétique. Je la donnerai ensuite à M. Roland Courteau, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, rapporteur au fond pour la commission des affaires économiques, et à M. Michel Teston, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. À moins, Monsieur le Président Val, que vous souhaitiez ajouter quelques mots avant que Madame la ministre. Non, je crois qu'il faut passer directement à l'audition. Bien, Madame la ministre, vous écoute. Bien, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie de cette occasion d'échanger aujourd'hui. Je remercie également le Sénat, a été évoqué le calendrier parlementaire, et je vous confirme que je souhaitais, dans la mesure où c'était possible, participer au débat du Sénat sur cette proposition de loi, et que, comme vous le savez, se tient actuellement la conférence des Nations Unies sur la biodiversité, à laquelle je représenterai la France.
accompagné d'ailleurs de parlementaires, la semaine prochaine, ce qui donc rendait nécessaire un décalage dans le temps de la discussion sur cette proposition de loi, temps qui pourra être d'ailleurs mis à profit pour améliorer évidemment ce texte qui est l'objet de la discussion parlementaire. Très brièvement en introduction, évidemment rappeler le soutien du gouvernement à cette initiative de la proposition de loi de François Brottes, qui était à l'origine de cette idée de la mise en place d'une tarification progressive concernant les prix de l'énergie destinée à encourager une politique de sobriété et d'efficacité énergétique. Cette proposition de loi rejoint les orientations du nouveau gouvernement en matière de transition énergétique. Vous savez que nous aurons très prochainement l'ouverture du débat national sur la transition énergétique, que ce débat national débouchera sur une loi de programmation pour la transition énergétique, avec un certain nombre de priorités qui correspondent aux engagements qu'a pris le président de la République François Hollande lors de la campagne présidentielle, notamment en ce qui concerne l'évolution de notre mix électrique, mais pas seulement. Et lors de la conférence environnementale qui s'est réunie les 14 et 15 septembre, deux grandes priorités, deux piliers de cette politique ont été fixés. Le premier, c'est le développement massif des énergies renouvelables. Nous y reviendrons sans doute dans la discussion. Et le deuxième, c'est une grande priorité de sobriété et d'efficacité énergétique. Il y a donc, et je tiens à commencer par cela, en parallèle aux dispositions de cette proposition de loi, en particulier la mise en place d'un plan de rénovation thermique des logements anciens qui va se traduire par un objectif extrêmement ambitieux qui est d'aboutir à la rénovation de 500 000 logements anciens par an, ce qui est une politique qui doit être vertueuse sur un plan écologique, mais aussi sur un plan social par le fait d'être ciblée en particulier sur toutes les personnes qui habitent des passoires thermiques et qui ont aujourd'hui des factures énergétiques particulièrement lourdes. Et c'est une politique aussi qui a un effet vertueux sur un plan économique en donnant du travail au secteur du bâtiment. Et donc nous aurons l'occasion avec la ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires, Cécile Duflot, de présenter d'ici le mois de janvier prochain les outils concret de déploiement de ce service public de la rénovation thermique des logements anciens qui aboutiront à la mise en place d'un système de guichet unique, un recentrage de toutes les aides existantes, notamment l'éco-PTZ et le CIDD, un renforcement des moyens de l'ANA, notamment le fait que les financements liés au marché carbone européen, les ETS, vont être fléchés vers le budget de l'ANA afin de mobiliser des moyens nouveaux sur cette politique très importante. La proposition de loi de François Brottes, sa principale innovation est donc de créer un mécanisme de bonus-malus qui vise à rémunérer les négawatts, c'est-à-dire à pour la première fois rémunérer les économies d'énergie afin de donner un signal, une incitation aux Français, aux citoyens par rapport à leur consommation d'énergie. Je voulais souligner que cette innovation de la proposition de loi de François Brottes est une idée qui n'est pas complètement nouvelle puisque cela avait fait l'objet d'un amendement de M. Fauconnier dans le débat de décembre 2011 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs et que donc des dispositions allant dans ce sens d'une tarification progressive des tarifs réglementés avaient déjà été adoptées à l'époque par le Sénat. Toutefois, le dispositif qu'a retenu François Brottes est différent en ce sens que vous savez bien, du fait des dispositions de la loi NOM et des règles européennes, que toucher aux tarifs réglementés en tant que tels engendrerait toute une série de difficultés par rapport au cadre européen. Et donc le dispositif qui a été retenu par François Brottes, c'est un système de bonus-malus qui ne remet absolument pas en cause toutes les règles de la tarification actuelle et en particulier bien sûr la péréquation tarifaire. C'est un bonus-malus qui vient comme une ligne supplémentaire sur la facture qui permettra à chacun
de repérer l'évolution de sa consommation. Ce dispositif concerne les énergies de réseau. Je rappelle que 80% des logements sont aujourd'hui chauffés à l'électricité ou au gaz. Les modalités du bonus-malus passeront par le fait qu'on établisse pour chacun un volume de référence sur la base de 3 critères très simples: le nombre d'occupants du logement, la zone climatique dans laquelle chacun habite et le mode de chauffage. L'Assemblée nationale a également ajouté, vous le savez, le critère de l'âge qui a fait l'objet d'une discussion. Ensuite, l'ensemble de ces paramètres seront déterminés par le pouvoir réglementaire pour ce qui est de l'établissement de ce volume de base. La collecte des données sera adossée à la procédure de déclaration d'impôt sur les revenus. Toutes les dispositions et toutes les prudences nécessaires ont été prises en matière de protection des données et de protection de la vie privée. Et, comme je le disais, le bonus-malus fera l'objet d'une mention distincte sur les factures. Je voulais souligner aussi que ce dispositif du bonus-malus est universel et donc il s'appliquera aussi, mais de façon adaptée, pour les personnes qui bénéficient des tarifs sociaux de l'énergie, point sur lequel je reviendrai dans un instant. Pour pouvoir bien apprécier l'impact sur les consommateurs de ce dispositif et en suivre la mise en œuvre sur un plan technique et notamment le temps qui est nécessaire en matière de collecte des données, vous savez que la proposition de loi prévoit que le dispositif soit applicable en pratique au début de l'année 2014. La deuxième grande priorité de cette proposition de loi, c'est l'extension du champ des bénéficiaires des tarifs sociaux. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où 8 millions de Français sont en situation de précarité énergétique et pourtant seulement 1,5 million de foyers bénéficient du tarif social de l'électricité et 450 000 foyers bénéficient des tarifs sociaux du gaz. Il y a donc dans la proposition de loi les bases juridiques qui permettront au gouvernement, par des dispositions réglementaires, d'étendre le bénéfice de ces tarifs sociaux à 8 millions de Français, ce qui est une mesure de justice sociale très attendue. La proposition de loi procède aussi à un certain nombre d'adaptations juridiques concernant les pouvoirs du médiateur de la République, concernant la composition de la commission de régulation de l'énergie, afin notamment que les consommateurs y soient représentés. Il y a également des dispositions très importantes en matière d'efficacité énergétique, notamment afin de favoriser l'effacement diffus et afin de permettre de donner les premières bases juridiques aux mécanismes de capacité qui permettront en particulier de gérer la pointe qui, comme vous le savez, a augmenté de 25% ces dernières années et qui est aujourd'hui un des plus gros problèmes auxquels nous sommes confrontés en matière de politique d'énergie. Dans les dispositions sociales, j'ai également oublié que la proposition de loi met en place un dispositif de trêve hivernale pour les coupures de gaz et d'électricité. Et là aussi, cela rejoint des dispositions déjà votées par le Sénat. Je pense à l'amendement de Madame Didier qui avait été voté en décembre 2011. Enfin, je passe sur un certain nombre de dispositions techniques, notamment d'adaptation, qui font référence qui font suite à des QPC concernant notamment les pouvoirs de sanction de la CRE, pouvoirs de sanction qui interviendront également sur le bonus-malus. Enfin, comme vous le savez, dans les dispositions qui ont été adoptées, il y a un certain nombre de mesures d'urgence pour les énergies renouvelables. Ça concerne l'éolien, conformément à ce qui avait été annoncé par le Premier ministre lors de la conférence environnementale et qui avait été discuté dans la table ronde sur la transition énergétique, compte tenu du fait que nous avons aujourd'hui 180 entreprises et 11 000 emplois dans le secteur de l'éolien qui souffrent et qui sont dans l'attente d'éléments de simplification administrative. Je veux souligner d'ailleurs que les dispositions qui y ont été adoptées ne sont pas une déréglementation, elles mettent fin à un empilement administratif, mais il y aura toujours un outil de planification stratégique qui sont les schémas régionaux éoliens et il y aura toujours la procédure ICPE qui garantit pour l'implantation d'éoliennes une étude d'impact et
une enquête publique, et donc le fait que les élus locaux comme les citoyens seront bien entendu toujours consultés. Il y a également des dispositions pour permettre le raccordement des installations d'éolien offshore. Nous avions une vraie difficulté sur un certain nombre de territoires qui entraînaient des dépenses supplémentaires considérables liées à la nécessité de faire un détour par rapport au raccordement, en plus souterrain, donc qui ne porte pas atteinte au paysage des installations d'éoliennes offshore sur lesquelles, vous le savez, il y a un enjeu industriel considérable pour la France. Et puis aussi lever les obstacles en matière d'installation d'éoliennes dans les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer, où, vous le savez, nous produisons essentiellement de l'électricité avec des hydrocarbures, où l'énergie produite par les éoliennes coûte 2,5 fois moins cher que l'électricité qui est produite avec des hydrocarbures, mais où, malheureusement, les règles actuelles de la législation en matière d'urbanisme ne permettaient pas l'implantation d'un certain nombre de projets, alors même que la seule entreprise qui fabrique des éoliennes adaptées aux zones tropicales est une entreprise française, en l'occurrence l'entreprise Vernier. Et enfin, pour finir, la proposition de loi comporte des dispositions qui, dans le respect bien sûr de l'autonomie des collectivités territoriales, donnent une base juridique aux collectivités qui souhaiteraient expérimenter une tarification progressive et sociale de l'eau comparable aux dispositifs que nous mettons en place pour l'énergie. Voilà les indications que je voulais donner en introduction, en étant bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes les questions et en indiquant d'ores et déjà mon regret de ne pouvoir être présente le 17 lorsque vous discuterez de la proposition de loi en commission, étant donné que c'est précisément le jour où je serai à Hyderabad en Inde, mais nous trouverons bien évidemment la solution pour que, si vous le souhaitez, le gouvernement puisse participer aux travaux de la commission. Merci Madame la Ministre. Je vais d'abord donner la parole aux deux rapporteurs. D'abord au rapporteur au fond, qui est notre collègue Roland Courteau, et ensuite à Michel Teston. J'ai pris déjà quelques demandes de prise de parole. Monsieur le rapporteur Roland Courteau. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, cette proposition de loi est un texte effectivement important qui paraît foisonnant à première vue, mais conserve une unité dans le souci d'équité qui le gouverne. Effectivement, il n'envisage pas l'énergie comme un bien, seulement comme un bien économique, mais aussi comme une source essentielle pour les ménages et traite à la fois des enjeux de long terme, tels que ceux de la performance énergétique, et de l'urgence à court terme de la précarité énergétique. Ce texte pose toutefois, par sa complexité, reconnaissons-le, un défi aux législateurs qui s'interroge sur la manière dont il sera mis en œuvre par les différentes administrations concernées et par les acteurs du secteur de l'énergie. Quant aux consommateurs, l'information et la pédagogie seront particulièrement essentielles. Je ne poserai que quelques questions pour essayer, sans essayer, d'épuiser le débat. En premier lieu, l'auteur de la proposition de loi a eu l'idée de recourir à la déclaration de revenus pour obtenir les informations nécessaires au calcul des bonus-malus. Comment, Madame la Ministre, envisagez-vous concrètement la mise en œuvre de ce dispositif qui pourrait, nous dit-on, se heurter à des difficultés lors du croisement des données avec celles des fournisseurs? Par ailleurs, et je veux y insister tout particulièrement, l'extension du nombre des bénéficiaires des tarifs sociaux me paraît être une mesure à la fois cruciale et urgente. Dans quel délai le dispositif prévu par la proposition de loi vous permettra-t-il d'y procéder? Enfin, des articles simplifiant de manière importante les règles d'implantation des éoliennes ont été introduits. Je ne peux que m'en réjouir, ayant déposé moi-même une proposition de loi en juillet dernier qui poursuivait le même objectif avec, cependant, d'autres moyens. Pouvez-vous préciser toutefois comment l'avis des communes pourra être pris en compte? Quelle sera la portée du volet éolien des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie après la suppression des zones de développement de l'éolien? Et enfin, dernière question, Monsieur le Président,
Comment, Madame la Ministre, envisagez-vous, au cours des mois à venir, la mise en place du futur service public de la performance énergétique, dont le présent texte ne fixe que les contours, en cohérence d'ailleurs avec les objectifs fixés par le Président de la République et le Premier ministre? Je vous remercie. Merci, Monsieur Roland Courteau. La parole est à Monsieur Michel Teston. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, d'abord, 3 questions sur les articles 13 et 14 qui sont relatifs à la tarification sociale et progressive de l'eau, et ensuite quelques questions sur les articles 12 bis, 12 ter, 12 quater et 15 relatifs à l'éolien. Donc les articles 13 et 14, les questions sont les suivantes. Il existe un certain nombre de dispositifs de tarification progressive et sociale. Quelle articulation prévoyez-vous? Je pense en particulier avec le remboursement des impayés d'eau prévus dans le cadre du FSL. Des dispositions sont-elles prévues pour permettre aux nouvelles équipes municipales élues en mars 2014 d'accéder à l'expérimentation, étant donné que la date limite pour soumettre un projet est fixée au 31 décembre 2013? Et par ailleurs, avez-vous envisagé le cas de logements, et il y en a beaucoup à ma connaissance, ne disposant pas d'un compteur individuel? Sur maintenant les articles relatifs à l'éolien, pouvez-vous nous préciser en quoi les ZDE sont un facteur d'insécurité juridique pour les projets éoliens, et comment la planification des éoliennes sera-t-elle assurée par les schémas régionaux éoliens après la suppression des ZDE? Faut-il comprendre que les éoliennes ne pourront être implantées que dans les zones favorables, entre guillemets, définies par ces schémas? Et dès lors, si tel est le cas, ne faudrait-il pas associer les communes concernées à l'élaboration du schéma régional éolien? Sur l'article 12 ter, je crois que la possibilité de passer les câbles nécessaires au raccordement des éoliennes offshore en souterrain à travers les sites et espaces remarquables du littoral répond à des préoccupations à la fois environnementales et économiques. Et est-ce qu'on peut avoir une idée de votre positionnement par rapport à de grands projets qui ont été évoqués précédemment? Enfin, non, pardon, il reste encore deux questions. Sur l'article 12 quater, est-ce qu'il y a beaucoup de projets éoliens actuellement bloqués en Outre-mer par la règle d'urbanisation en continuité en zone littorale et qui pourraient bénéficier de la dérogation proposée? Et j'en reviens donc à l'éolien avec l'article 15. Le Sénat, lors des débats sur la loi du Grenelle 2, avait plutôt eu l'idée d'abaisser à 3 le nombre minimal de mâts par parc éolien pour pouvoir bénéficier de l'obligation de rachat. Le texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale supprime complètement le seuil existant de 5. Que pensez-vous de la position prise précédemment par le Sénat? Je crois que le plus simple, Madame la Ministre, serait peut-être de répondre aux 2 rapporteurs d'abord, sachant que j'ai 10 demandes de parole derrière. Si vous voulez bien, Madame la Ministre, donner la priorité de réponse aux 2 rapporteurs, et ensuite on avisera. Alors, sur la déclaration de revenus, cela fait l'objet d'une discussion, bien évidemment, à l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'il s'agirait en fait que l'ensemble des informations sont déjà connues par l'administration fiscale. La seule donnée dont il faudrait organiser la collecte, qui n'est pas aujourd'hui détenue par l'administration fiscale, c'est par rapport au mode de chauffage. Il faudrait nécessairement modifier la déclaration de revenus de 2013. Le point de discussion qui a permis d'améliorer le texte à l'Assemblée nationale, c'est l'alinéa 10 de l'article 1er, pour qu'il soit bien clair que ce que l'administration fiscale transmet aux fournisseurs d'énergie, ce ne sont pas les données de base, mais c'est bien le volume de référence et non pas les données qui ont servi à le calculer. Il est vrai que dans les travaux préparatoire, il y avait une piste alternative
à celle de confier cette question du croisement des données à l'administration fiscale, qui aurait été le fait de faire appel à un organisme agréé qui serait chargé de l'ensemble de la collecte des données, par exemple RDF, mais ça pose des questions essentiellement de coûts, qui peuvent peut-être être encore étudiés par le Sénat, mais c'est la seule alternative possible, c'est-à-dire qu'il y ait un organisme agréé ou un GIP qui soit chargé de la collecte des données. En ce qui concerne les tarifs sociaux, l'extension des tarifs sociaux, je voulais souligner que le gouvernement prépare d'ores et déjà les dispositions réglementaires qui permettraient que dès que la loi serait publiée, la nouvelle règle de calcul des tarifs sociaux entre en vigueur le plus rapidement possible. C'est une des raisons qui a conduit le gouvernement. Oui, c'est une des raisons qui a conduit le gouvernement à déclarer l'urgence sur ce texte. C'est par rapport à la nécessité d'agir vite sur les tarifs sociaux. En ce qui concerne les ZDE, la question a été posée 2 fois. Insécurité juridique parce que c'est ce qui génère le plus de contentieux. Aujourd'hui le dispositif des ZDE et qu'à l'usage, historiquement dans la législation, c'est vrai que le dispositif de ZDE nécessaire pour bénéficier du tarif de rachat était antérieur à la procédure ICPE qui avait été rajoutée dans la loi Grenelle, mais à l'usage, la procédure ICPE est une procédure parfaitement cadrée, parfaitement bien connue de l'administration, qui peut parfois faire aussi l'objet de recours, hein, nous en avons l'habitude, mais qui est une procédure rodée, qui permet d'ailleurs à l'administration d'édicter aussi des fiches méthodologiques, des guides pratiques. Tout cela est parfaitement bien connu. La ZDE aujourd'hui, c'est un empilement qui est entre le schéma régional éolien, qui permet d'avoir une vision stratégique d'un territoire, en concertation bien sûr avec évidemment les élus locaux, et d'avoir une vision de planification de l'implantation des éoliennes, et la procédure d'ICPE qui garantit bien entendu le fait qu'il y ait une étude d'impact environnemental, que toutes les questions soient posées par rapport au radar, par rapport au bruit, à la distance des habitations, etc. etc. Bon. Donc elle paraît aujourd'hui, cette procédure de ZDE, superfétatoire, et elle génère un certain nombre de contentieux, et donc elle a perdu son utilité au regard des avantages de la procédure ICPE. L'autre contrainte, c'est effectivement la règle des 5 mâts, qui empêche l'implantation d'éoliennes sur toute une série de territoires qui seraient propices au développement de l'éolien. Je voulais aussi rappeler que l'éolien terrestre, c'est l'énergie renouvelable aujourd'hui qui est la plus compétitive en matière de production d'électricité, et que le Grenelle de l'environnement avait prévu une puissance installée de 19 000 mégawatts et que nous sommes à 6 870, c'est-à-dire bien en deçà de la trajectoire nécessaire pour atteindre l'objectif qui était inscrit dans le paquet énergie-climat que la France a porté au niveau européen, d'une part de 23% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Je veux souligner aussi que les incertitudes de la période passée en la matière ont aussi déstabilisé un tissu industriel, et j'aurai plaisir d'ailleurs prochainement, en compagnie de la sénatrice Laurence Rossignol, à aller inaugurer une usine de construction de mâts d'éoliennes dans l'Oise, et nous avons aussi un enjeu industriel et d'emploi derrière les dispositions qui ont été proposées. En ce qui concerne la performance énergétique, je vous l'ai dit, le mécanisme, le dispositif précis sera présenté dans les semaines qui viennent. Notre volonté est d'abord de clarifier tout ce qui concerne le DPE. Ça fait l'objet de débats nourris à l'Assemblée nationale, parce que vous avez aujourd'hui des écarts considérables selon les prestataires qui font les DPE, dans les prix du DPE. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui sur le diagnostic de performance énergétique. Il y a déjà un processus qui a été mis en place pour avoir un retour d'expérience et des éléments
de clarification dont il faudra tirer tous les enseignements. Le deuxième objectif, c'est de cibler vraiment sur les 4 millions de passoires thermiques. C'est là où les travaux d'efficacité énergétique auront le plus d'impact en matière d'économie d'énergie comme en matière sociale par rapport aux personnes qui vivent aujourd'hui dans ces passoires thermiques et qui ont des factures d'énergie particulièrement lourdes. Un des leviers, j'allais dire le bras armé de cette politique, ce sera bien évidemment l'ANA, avec le programme Habiter mieux, mais le travail que nous faisons avec Cécile Duflot à l'heure actuelle, c'est comment changer d'échelle. Et nous avons la conviction que changer d'échelle, ce n'est pas simplement faire un petit peu plus les dispositions qui existent actuellement. Et donc, c'est vraiment aller vers ce dispositif de guichet unique que j'évoquais dans mon introduction. En ce qui concerne l'éolien offshore, je n'ai pas tout à fait saisi l'allusion au grand projet. Vous savez qu'il y a un premier appel d'offres qui concerne un certain nombre de territoires, notamment, pour prendre un exemple concret, là où est posé le problème du raccordement aujourd'hui, c'est actuellement à Saint-Brieuc, où l'absence des dispositions législatives qui sont dans ce texte obligerait à faire un détour. Le problème serait pour RTE encore plus important pour l'installation de Noirmoutier, pour laquelle le Premier ministre a annoncé le lancement d'une nouvelle procédure d'appel d'offres, de même que pour le Tréport. Concernant l'outre-mer et le blocage par rapport au développement de l'éolien outre-mer, il n'y avait pas en tant que tel de site d'implantation d'ores et déjà envisagé, puisque la loi ne le permet pas, puisque l'ensemble du territoire des îles outre-mer est classé en loi littorale. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un potentiel considérable et que nous avons une technologie adaptée avec des éoliennes rabattables en cas de cyclone, qui comportent des dispositifs de prévision météo, qui permettent aussi de résoudre un des problèmes qui est posé par l'énergie éolienne, qui est le problème de l'intermittence, et qui donc permet d'avoir une prévisibilité de la production électrique sur les réseaux. Donc il est certain que la disposition proposée permettrait un meilleur développement de l'éolien outre-mer. J'ajoute que on a eu outre-mer aussi un effet qu'à un moment donné, l'éolien a été abandonné au profit du solaire. Dans une période où il y avait un début de développement de l'éolien, et donc on a aussi à faire face à des effets cycliques de cette nature. Concernant le FSL, l'expérimentation, je pense, permettra de faire le lien entre préventif et curatif, ce que vous évoquiez dans votre question. Par contre, j'ai moins compris la question de date que vous abordiez sur l'article 14, je crois. Oui, Madame la Ministre, je peux préciser. Oui. À ma connaissance, si j'ai bien lu le texte, la date limite pour soumettre un projet d'expérimentation est fixée au 31 décembre 2013. Une municipalité ne fait pas la demande. Il y a un changement de municipalité en mars 2014. Si la nouvelle équipe veut effectivement s'engager dans une expérimentation, elle ne pourra plus le faire. Il est vrai que nous avons eu une discussion à l'Assemblée nationale concernant la durée d'expérimentation qui a conduit, je pense, à élargir le délai jusque fin 2016, mais pas pour la partie que vous évoquez. Ça peut faire l'objet effectivement certainement d'amélioration du texte et d'une meilleure mise en cohérence. C'est vrai qu'on était sur des dispositions là qui étaient de nature à favoriser un dispositif expérimental sur la base duquel ensuite on en tirerait un certain nombre de leçons. Mais ça fait partie de la discussion. Bien. Je pense que vous avez très longuement répondu aux deux rapporteurs. Je vous signale, mes chers collègues, qu'il nous reste une demi-heure à peu près, que je souhaite que vos questions à Madame la Ministre soient les plus brèves possibles,
pour qu'elle puisse vous répondre. Alors, je vous suggère de prendre un paquet de 5 d'abord. Et donc, je commencerai par M. Houpert. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais intervenir sur 4 points, très courts. Vous avez parlé de 500 000 logements anciens qui n'étaient pas dans les critères de performance énergétique. Je pense que l'idée est vertueuse. Vous avez parlé de passoires thermiques, mais de l'idée à l'action, il faut le temps de la réflexion parce que c'est du bâtiment ancien et j'ai peur que le remède soit pire que le mal. Parce qu'on va être soumis à des entreprises de contrôle qui vont imposer d'isoler à l'intérieur, à l'extérieur. On va transformer des bâtiments anciens en sarcophages. Hein. Et on l'a vu, par exemple, l'apport du ciment dans les années 50 sur nos bâtiments anciens a vraiment détruit des siècles d'histoire, du patrimoine. Je pense qu'il faudrait... Là, il y a un défi du législateur, comme l'a dit M. Courteau. Il faudrait vraiment une réflexion, hein, pas aller trop vite dans une réaction. Et il y a des choses très simples, quelquefois, simplement changer les fenêtres, hein, parce qu'un bâtiment ancien où le mur fait 1,30 m ou simplement 1 m, il n'y a pas besoin d'isolation. Hein. Et l'air, c'est le meilleur isolant possible. La chaux, il n'y a rien de mieux. Voilà, donc vous avez parlé du bonus-malus. Je pense que ce n'est pas une bonne réponse à une bonne question. Hein. Celle de la précarité énergétique. Le 10 février 2010, le Premier ministre, M. Jospin, a fait une loi avec un vélo social. Il n'y a pas eu de décret pendant 2 ans et c'est Jean-Pierre Raffarin qui a fait ce décret. Et la loi NOM a aussi fait un volet social sur la CMU. Et sur quels critères on va juger les foyers en situation de précarité énergétique et sur quelle base? Et j'ai peur que la déclaration d'impôt soit un peu faussée. Souvenez-vous, il y avait l'impôt sur les fenêtres, sur les portes et les fenêtres, sur les chiens, me disait mon collègue. On cachait les chiens, on cachait les fenêtres. J'ai peur qu'on cache des revenus. Et vous n'avez pas parlé des compteurs intelligents. Et là, j'y verrais vraiment une éducation parce qu'on a des téléphones intelligents et les gens qui ont de petits foyers maintenant téléphonent intelligemment et surveillent vraiment leur consommation. Et je pense que si tous les foyers de France avaient un compteur intelligent, ça serait vraiment intelligent. Sur l'éolien, vous avez mis comme variable d'ajustement le fait que 180 entreprises sont en attente. Je pense que ce n'est pas la bonne variable d'ajustement. Je pense que c'est le paysage, c'est le patrimoine, c'est évitons le mitage. Il y a quand même des sites classés en France. Et Roland Courteau parlait d'un texte foisonnant. Je ne voudrais pas qu'il y ait un foisonnement d'éoliennes en France parce que la France est quand même la première destination mondiale parce qu'on a de beaux paysages. Monsieur, et il y a quand même des collègue, entreprises. est-ce que vous pouvez raccourcir ? Oui, il y a quand même des énergies alternatives. Il y a l'éolien. On pourrait mettre pas de l'éolien, du photovoltaïque. On pourrait mettre du photovoltaïque dans nos zones industrielles. Et il y a la méthanisation et la biomasse. Et surtout, il y a l'eau. On a une loi sur l'eau qui nous empêche de faire de l'hydroélectrique et dans tous nos départements, on a des cours d'eau où on pourrait réhabiliter des entreprises hydroélectriques. Merci. Merci, mes chers collègues. Je croyais avoir été plus directif en vous demandant d'être relativement court et en particulier de poser des questions à Madame la Ministre et non pas faire une déclaration qui est presque une prise de position que vous garderez, mon cher collègue, pour la séance. Mais parce qu'on a dit demande de parole, il est 16h50 bientôt et on voit bien le temps qui passe. La parole est à mon collègue Jean Besson. Merci, Monsieur le Président. Oui, et puis aussi merci d'inviter donc des collègues d'autres commissions intéressés par les problèmes de l'énergie. Vous savez qu'ils sont nombreux. Donc ma question, justement, c'est sur le bonus-malus. Alors ça, Bruno. Sur le bonus-malus, où il y a de quoi, bien sûr, être inquiet. D'abord, je voudrais poser donc la question sur cette répartition, ou c'est plutôt ces zones géographiques climatiques qui me semblent complètement farfelues. Moi, je vois dans ma région Rhône-Alpes, entre la Drôme provençale ou l'Ardèche méridionale par rapport au Savoie, il n'y a pas du tout, bien entendu, les mêmes conditions climatiques. Ensuite, forcément, je suis obligé de penser à ces personnes âgées qui vont être confrontées, justement,
Bon, mais une facture plus intéressante à faire des travaux de double vitrage ou de double galandage à 70 ans avec une petite retraite. Forcément, cette personne âgée donc va se décourager. Et en fait, c'est la question, j'allais dire, donc budgétaire. Est-ce que vous n'allez pas, Madame la Ministre, entraîner une nouvelle bureaucratie pour organiser tout ça et surtout ensuite organiser donc le contrôle qui sera obligatoire. Et qui va contrôler l'efficacité énergétique de ces appartements? Voilà, donc ce sont des questions, bien entendu. Ah oui, et puis, dernier point, excuse-moi, mais là c'est important, est-ce que vous n'ouvrez pas la boîte à Pandore par rapport à la sacro-sainte que nous avons depuis donc, la libération? Je parle de la péréquation sur l'énergie. Est-ce qu'il n'y a pas danger? Et je m'excuse, puisque vous allez, donc, puisque vous me soutenez, je m'excuse si jamais ça peut donner des idées aux ultralibéraux. Merci. Mes chers collègues, vous n'êtes pas obligés de manifester votre enthousiasme par rapport à ce projet de loi en permanence. Monsieur Dantec. Je me permettrai d'être un peu enthousiaste quand même, parce que je pense que ce projet de loi a le mérite effectivement de donner des signaux clairs de mobilisation. Donc deux questions. La première, on peut que se réjouir qu'enfin on prenne conscience qu'il y a une nouvelle recette potentiellement pour l'État avec la mise aux enchères des permis d'émission de CO2 et qu'on flèche cette nouvelle recette effectivement pour le développement des énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique. En tant que représentant des collectivités locales dans les négociations climatiques, on avait porté, notamment au niveau européen depuis longtemps, l'idée que cet argent devait aller sur le climat. On portait même l'idée que ça pouvait passer par la casse collectivité locale. Là, ce n'est pas exactement ce qui est proposé, mais ça va effectivement dans le bon sens de flécher une recette qui peut demain être une recette extrêmement importante. Donc ma question, c'est peut-être de vous interroger sur où on en est des stratégies françaises et européennes pour essayer de remonter le prix de la tonne CO2, puisque c'est une recette qui est évidemment extrêmement liée au prix de la tonne CO2. Donc je sais que vous réfléchissez aujourd'hui au fait de remonter ce prix et d'assurer une recette conséquente dans la durée. C'est le premier point. Et deuxième point, moi je crois quand même qu'on ne peut que se réjouir en tant que parlementaire qu'on ait une proposition de loi qui soit d'initiative parlementaire au départ, avec un vrai travail parlementaire, même si les temps étaient courts. Et donc cette loi va arriver au Sénat. Il me semble que dans le spectre des signaux qui sont donnés par la loi, donc il y a des signaux forts qui sont donnés sur l'éolien, évidemment nous en réjouissons, mais l'aspect renouvelable intégré au bâti, y compris le petit éolien qui demain peut être une réponse adaptée dans un certain nombre d'endroits et où il y a là aussi des filières industrielles à redévelopper, où on peut être performant en France. Est-ce qu'il ne faudrait pas que dans la discussion sénatoriale, en lien entre le Parlement et le gouvernement, on trouve aussi là peut-être des signaux donnés, parce qu'on a là des enjeux qui ne sont pas des enjeux négligeables, y compris en termes de création d'emplois. Bruno Sido. Alors, je vais tout de suite commencer par une question, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Au fond, cette loi, c'est une loi sur quoi? Sur bonus-malus, pour la consommation d'électricité, sur l'eau, sur l'éolien? Première question. Deuxième question, pourquoi une procédure accélérée? On a assez entendu tout le monde se plaindre sur cette procédure qui est accélérée, alors que finalement rien ne nous presse, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres textes de loi qui est en préparation. Alors, je voulais vous poser quand même quelques questions. Autres. 80%, me dit-on, des logements neufs sont chauffés à l'électricité. Bien. Pardon? Non. Les logements neufs sont chauffés à l'électricité. Enfin, c'était encore vrai il y a quelques mois. Bon. Ça a changé, mais il y a de beaux restes. Enfin, je voulais dire que, heureusement, l'électricité en France émet peu de CO2, et donc la vraie question, c'est au fond la courbe journalière de consommation d'électricité. Parce que vous savez mieux que quiconque que ce qui dégage du CO2, donc ce qui est très embêtant, très ennuyeux pour le climat, c'est bel et bien la pointe électrique. Et qu'il faut lutter contre cette pointe électrique.
Je vous rappelle, Madame la Ministre, que nous avions commis avec Serge Poignant un rapport sur la pointe électrique, qui est un sujet très compliqué, et vous l'avez certainement lu, mais vous pouvez toujours vous en inspirer. Alors, la vraie question qu'on n'aborde pas, je pense, c'est les compteurs Linky. Dit intelligents, ils n'ont rien d'intelligent, ils permettent de faire des choses intelligentes, mais ma question, c'est où en est-on? Parce qu'on ne pourra finalement, et les gens ne pourront considérer leur consommation et faire des efforts, que s'ils savent ce qu'ils consomment et s'ils peuvent s'effacer. Je pense que c'est un point important. Alors, je vais vous faire une proposition. On me dit, ERDF me dit, actuellement, ERDF est propriétaire des compteurs. Actuellement. Bien. ERDF me dit, nous sommes prêts à sortir ces compteurs Linky. Il n'y a qu'un seul problème à régler, et Madame la Ministre, je vous propose de régler cette question, c'est que celui qui paye, ils sont prêts à payer, ERDF est prêt à payer. Normalement, il devrait être propriétaire des compteurs. Or, la FNCCR réclame la propriété de compteurs qu'ils n'auraient pas payés. Ça bloque tout. Donc je vous propose, Madame la Ministre, de régler ce problème-là, installer les compteurs Linky payés par ERDF, et toute la question sera réglée. Si, je crois qu'il y a des représentants de la FNCCR dans la salle. Monsieur Lenoir. Oui, Monsieur le Président, pour me conformer à votre manifestation, je n'aurais pas osé exprimer une opinion, mais Jean Besson l'a fait à notre place et je pense que les propos qu'il a tenus rencontrent une large unanimité dans cette salle. Alors, je me contenterai de poser quelques questions, je l'en félicite bien entendu. Quelques questions, Madame la Ministre. Finalement, vous avez dit que c'était un système assez complexe, du moins le rapporteur l'a dit, vous-même vous l'avez un peu exprimé à l'Assemblée nationale, si je vous ai bien lu. Est-ce que notre rapporteur, M. Courteau, pourrait nous dire ce qu'en pensent les services fiscaux qu'il a rencontrés quant à la mise en application de la disposition sur la déclaration de la source d'énergie sur la feuille d'impôt? Je voudrais savoir, Madame la Ministre, est-ce que vous connaissez un pays dans le monde qui ait tenté une expérience comme celle dans laquelle vous voulez nous engager? Il a été dit à l'Assemblée nationale que le coût de ce dispositif était neutre pour les finances publiques. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce point? Toujours dans les questions, est-ce que vous avez vérifié la compatibilité du dispositif avec les directives européennes? En clair, est-ce que vous avez rencontré les institutions européennes pour vérifier notamment comment les tarifs régulés pouvaient continuer à être appliqués en France en dépit des directives qui ont été produites et acceptées à Bruxelles? En ce qui concerne le tarif social, vous avez dit que vous alliez sans tarder élargir l'assiette, donc le nombre des personnes qui vont en bénéficier. Je me permets de vous rappeler que le tarif social est financé dans le cadre de la CSPE, de la contribution au service public de l'électricité, dont on sait, après la commission d'enquête qui a été faite ici au Sénat, qu'une dette importante est due à EDF, puisque les ressources de la CSPE ne sont pas suffisantes par rapport à la dépense. Est-ce que vous avez anticipé ce point? Et est-ce que vous êtes en mesure de nous dire que la CSPE sera d'un montant suffisant? Le compteur Linky a été abordé. Je voulais vous poser également la question. Quelles sont vos intentions par rapport au compteur Linky? Enfin, en ce qui concerne l'éolien, est-ce que je me trompe en disant que le syndicat des énergies renouvelables fait une autre lecture de la progression des énergies renouvelables en France? Il me semble avoir lu un rapport récent qui montre que finalement nous sommes au rendez-vous des étapes qui avaient été fixées par rapport au Grenelle de l'environnement. Enfin, sur la question de l'éolien, c'est la dernière question, je vous donnerai raison sur l'effacement du dispositif ZDE. Je voudrais compléter votre propos en disant que l'insécurité juridique pèse sur un certain nombre d'élus qui ont été amenés à participer à des délibérations dans leur commune pour définir un périmètre de ZDE et que certains de ces élus sont aujourd'hui poursuivis au plan pénal parce qu'ils auraient participé à une délibération qui conduisait éventuellement à ce que des éoliennes soient implantées sur un territoire qui leur appartient ou qui appartient à un proche. Je vous remercie. Merci. La dernière prise de parole avant que Madame la Ministre réponde à ces demandes. Monsieur Mirassou, vous voulez aller à la tribune? Non, je suis très bien là, Monsieur le Président. D'autant plus que je vais d'abord, comme l'a fait notre collègue Dantec, me féliciter qu'à travers cette proposition de loi,
on traduise enfin à l'échelon parlementaire une préoccupation essentielle qui concerne l'ensemble de nos compatriotes, mais également et surtout ceux qui ont été évoqués par Madame la Ministre. Je veux parler des 8 millions de Français qui sont actuellement en situation de précarité et qui, l'hiver dernier, n'ont pas pu tous, loin s'en faut, se chauffer, tout simplement parce que, sur le plan économique, ils n'avaient pas les moyens de le faire. Et de ce point de vue-là, je me permets de renvoyer l'ancienne majorité à sa responsabilité, car elle n'est pas complètement étrangère à la genèse de ces 8 millions de Français en situation de précarité. J'ajouterai, mais laissez-moi terminer, mes chers collègues, mais c'est une vérité qui n'est pas bonne à entendre, mais pour autant qui existe. Pour autant, c'est vrai que ce texte, Monsieur initialement Mirassou, appelé... si vous voulez bien poser des questions à Madame la Ministre. Mais c'est une question que je pose là. On est passé d'une loi qui s'appelait tarification progressive de l'énergie à quelque chose qui est beaucoup plus ambitieux. Et compte tenu du fait, Madame la Ministre, que vous avez évoqué tout à l'heure largement, le fait que vous alliez répondre à ma première question, c'est-à-dire qu'il va y avoir une mise en application de fameux tarifs sociaux à l'égard de cette situation d'urgence, et en même temps, vous allez étendre la trêve hivernale à l'ensemble des foyers. Mais comme par ailleurs vous avez indiqué que dans la perspective de ce qui a été évoqué au niveau de la conférence environnementale, ça aboutirait sur un projet de loi concernant la transition énergétique. Je me demande dans quelle mesure et quelle est votre perception par rapport à l'articulation qu'il peut y avoir entre ce texte, celui qui nous préoccupe aujourd'hui, et celui qui nous préoccupera demain, et dont vous serez, Madame la Ministre, une inspiratrice éloquente. L'emballage final, oui. Madame la Ministre, si vous voulez bien répondre à cette première série de questions. Avec plaisir, Monsieur le Président. En ce qui concerne la rénovation des bâtiments anciens, je voulais d'abord souligner que les entreprises aujourd'hui sont prêtes, que beaucoup d'entre elles ont été labellisées Grenelle de l'environnement et que donc les entreprises aujourd'hui, si vous avez des travaux de rénovation thermique à faire dans un logement, vous trouverez les artisans et les entreprises qui sont prêtes à le faire, dans le respect d'ailleurs, en particulier des bâtiments anciens, de leurs caractéristiques. Et je rappellerai que la première source d'efficacité énergétique, c'est l'isolation des toitures et des combles qui permettent de faire des gains d'efficacité énergétique qui sont considérables. Donc c'est même compatible avec des bâtiments historiques. Ensuite, je pense que la comparaison avec un impôt sur les fenêtres est tout à fait inadaptée. Le bonus-malus n'est pas un impôt, il sera équilibré. Ce n'est pas un dispositif qui a vocation ni de près ni de loin à engendrer des recettes supplémentaires qui viendraient abonder le budget de l'État. Et on est sur un signal prix qui est tout à fait incitatif et qui vise, je transmettrai d'ailleurs en réponse aux questions qu'a posées à nos services le rapporteur, un certain nombre de simulations sur la base de paramètres qu'il conviendra d'ailleurs d'établir dans le rapport qui est prévu à l'article 2, et vous verrez que les sommes qui sont concernées pour chaque famille, que ce soit en bonus ou en malus, sur la base de la prévision de montée en puissance de dispositifs chaque année, sont des sommes parfaitement raisonnables qui visent à être une incitation. Et on est bien dans le cadre d'une incitation. Sur les éoliennes et le paysage, c'est pour cela qu'il y a des schémas régionaux éoliens. Vous pouvez prendre d'ailleurs l'exemple de celui qui vient d'être adopté par la région Île-de-France, qui prévoit sur des pans entiers du territoire francilien qu'il n'y aura pas d'éoliennes pour des raisons de protection du paysage. Donc ce souci du paysage que nous partageons tous peut parfaitement être pris en considération. C'est vrai qu'il y a d'autres énergies éoliennes que l'éolienne. Je voulais d'autres énergies renouvelables. C'est vrai que souvent on parle beaucoup du photovoltaïque et de l'éolien et pas suffisamment de la biomasse, de la méthanisation, des énergies marines. Et la politique du gouvernement, c'est de soutenir toutes les énergies renouvelables et non pas les unes au détriment des autres. À Monsieur Besson, j'indiquerai, et c'est un point important, que la carte qui a été publiée laissant à croire qu'il y aurait dans la proposition
proposition de loi l'instauration de 8 zones géographiques qui a été publiée par un journal ne correspond pas à la réalité prévue par le texte, puisqu'il est prévu que le climat sera pris en considération à l'échelle de la commune en fonction des données de Météo France par commune. Et d'ailleurs, il y a aussi, vous savez, avec un décalage dans le temps, il y aura tout à fait la possibilité de prendre en considération les aléas climatiques. Par exemple, un hiver particulièrement rigoureux serait répercuté la nuit suivante dans le calcul du bonus-malus. En ce qui concerne la bureaucratie, il n'y aura pas plus de bureaucratie que la facture que chaque Français reçoit déjà, sur laquelle il y aura simplement une ligne supplémentaire qui fera apparaître que cette année, vous avez un bonus de temps parce que vous avez eu une consommation d'énergie normale, ou que vous avez un malus parce que vous avez dépassé le volume de référence. En ce qui concerne la péréquation tarifaire, nous nous inscrivons bien sûr dans la fidélité à l'esprit et à la lettre du programme du Conseil national de la résistance, et en particulier l'article 121.5 du Code de l'énergie n'est absolument pas modifié dans ses dispositions concernant la péréquation. À M. Dantec, je dirais que sur le prix de la tonne de CO2, nous soutenons aujourd'hui les initiatives de la Commission pour soutenir le prix du carbone, ce qui effectivement a un impact ensuite sur les recettes qui seront mobilisées pour les programmes de rénovation thermique, dans lesquels nous allons aussi, s'impliquent déjà d'ailleurs les collectivités territoriales qui vont chercher les financements de la Banque européenne d'investissement, notamment au travers de dispositifs de SEM, donc ce qui permet d'avoir un levier financier supplémentaire. En réponse à M. Silo, et ça permettra aussi de répondre à la question de M. Mirassou, pardon, je vous prie de m'excuser, de M. Mirassou, que je remercie pour sa référence à l'éloquence, ça me permettra de répondre sur la question de l'articulation entre cette proposition de loi et la loi de programmation pour la transition énergétique. Le débat national sur la transition énergétique, il devra répondre à 4 grandes questions. Quelle politique d'efficacité énergétique et de sobriété énergétique, et cette proposition de loi n'épuise absolument pas le sujet. Deuxièmement, quel mix énergétique, pas simplement d'ailleurs le mix électrique, le mix énergétique global. Troisièmement, quelle stratégie de développement des énergies renouvelables, quel choix technologique. Et quatrièmement, quel financement de la transition énergétique, ce qui permettra d'aborder la question qui est posée effectivement sur la réforme de la CSPE notamment, parce qu'il y a en effet un investissement pour le pays à faire, quels que soient d'ailleurs les choix technologiques et les choix énergétiques, et donc il y a la nécessité d'en prévoir le financement. Et donc la proposition de loi qui est là, qui est une proposition de loi sur la tarification progressive, qui comporte des dispositions d'urgence sur les tarifs sociaux, qui sont des dispositions d'application immédiate, pose des jalons en matière d'efficacité énergétique, sur la question de l'effacement, sur la question du mécanisme de capacité, qui sont une première étape par rapport au débat national sur la transition énergétique, mais qui ne préemptent pas ce débat et qui n'épuisent absolument pas l'ensemble des questions que nous aurons à traiter dans cette discussion. C'est exact ce qui a été dit sur la courbe journalière de la pointe électrique, vous le savez bien puisque vous avez fait un rapport sur le sujet. C'est un des plus gros problèmes que nous aurons à traiter. En ce qui concerne Linky, j'ai indiqué dans le débat à l'Assemblée nationale que nous allons reprendre ce projet pour faire aboutir le déploiement des compteurs intelligents. Il y a 4 questions prioritaires qui doivent être résolues dans une discussion avec ERDF. Premièrement, répondre aux attentes des consommateurs. Deuxièmement, que Linky intègre des capacités liées à l'effacement. Troisièmement, qu'il y ait une stratégie de déploiement national coordonnée qui implique aussi des choix géographiques et un programme de déploiement comparable à des opérations nationales qu'on avait fait, comme par exemple le passage à la TNT. Enfin, ça doit être une grande opération de déploiement comme celle-ci. Et quatrièmement, la question du financement qui, comme vous le savez, n'est pas résolue. Et un groupe de travail... Oui, un groupe de travail est remis en place puisque ce projet était resté dans beaucoup d'incertitudes, et ma volonté est que ces conclusions puissent être présentées dans le cadre du débat sur la transition énergétique et qu'elles puissent aboutir. Je dirais à Monsieur Lenoir sur le fait que la France est le seul pays dans le monde
à vouloir rémunérer le négawatt que la France était en 1946 le seul pays dans le monde à prévoir la péréquation tarifaire pour les tarifs de l'énergie. Donc c'est une nouvelle avancée conceptuelle qui, je pense, si, c'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas vocation à être les seuls, parce que quand je discute avec nos voisins européens. Ils sont tous aujourd'hui dans des politiques de transition énergétique, ils sont tous engagés dans le développement des smart grids, ils sont tous très intéressés par ce que la France est en train de faire et ils développent eux-mêmes des politiques comparables avec chacun des choix technologiques d'ailleurs différents. Mais on ne peut pas dire que la stratégie française en matière de transition énergétique soit isolée en Europe. Ensuite, en ce qui concerne la compatibilité avec les directives européennes, ce texte est tout à fait euro-compatible. C'est d'ailleurs pour cela qu'il s'agit d'un bonus-malus et non pas d'une modification du tarif réglementé en tant que tel. En ce qui concerne l'impact des tarifs sociaux sur la CSPE, je voudrais rappeler que la charge de la CSPE principale, c'est le financement des énergies renouvelables. La part des tarifs sociaux dans la CSPE, vous avez rappelé la dette qu'a laissée le précédent gouvernement, vous avez bien fait, mais la charge dans la CSPE principale aujourd'hui, c'est le financement des énergies renouvelables. Les mesures d'élargissement des tarifs sociaux que nous proposons représenteront 0,2% d'une facture d'électricité en moyenne, c'est-à-dire 5 € par an. Sur l'éolien, je voulais rappeler qu'il y a un effondrement de la puissance installée, c'est-à-dire qu'en 2010, on était à 1200 MW de puissance installée et depuis le début de l'année 2012, on est à 200 MW installés. Donc il y a un réel effondrement des projets d'implantation d'éoliennes. Merci. Vous ne pouvez pas remercier M. Mirassou, mais on va passer à la dernière, salve de questions. Monsieur Capo-Canelas, ensuite Monsieur Dubois, ensuite Monsieur Pinta, ensuite Monsieur Valmy, il est parti, Monsieur Vial aussi vient de partir, et Monsieur Requier. Non, mais je t'ai vu, Jean-Claude. Donc, Monsieur Capo-Canelas, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous nous avez invité tout à l'heure à rester sur le mode interrogatif plutôt que négatif, si j'ai bien interprété votre propos. Alors, je vais poser mes questions sous forme un peu négative quand même. Comment améliorer et peut-on améliorer la complexité du système qui est proposé? Certains ont dit à l'Assemblée que c'était une usine à gaz. On a vraiment le sentiment qu'on est sur un risque d'alourdissement du système. La question qu'on peut se poser ici au Sénat, c'est comment contribuer à une simplification d'un système qui vraiment paraît quand même un peu à la dérive. Notamment, ce qui m'interroge, c'est la notion d'application dans le temps. Puisque cette loi, elle est à effet différé, il y a même un effet conditionnel. Pour l'essentiel, ça s'appliquera dans 2 ans. Finalement, y avait-il urgence? Et vous nous avez dit, Madame la Ministre, tout à l'heure, à juste titre, qu'il y aurait une loi sur la transition énergétique, qu'il y avait d'autres dispositions qui allaient venir compléter, notamment sur la rénovation thermique des logements. Donc ma question, c'est finalement, est-ce que cette loi n'est pas trop ponctuelle alors qu'elle doit s'inscrire dans un cadre global? Première chose. Deuxièmement, il y a un risque dans ce projet de loi qui est un peu une logique intrusive. Comment traiter cet aspect-là? Par exemple, on va sur la liberté de choix un peu des gens et on se pose la question de l'équilibre. Arriverez-vous à préserver l'équilibre entre d'un côté l'incitation, la responsabilisation des gens et de l'autre côté une logique qui paraît très pénalisante, très normative? J'ajoute ici qu'au Sénat, on a l'habitude de dire qu'il y a trop de normes. Là, en l'occurrence, c'est un peu l'impression qu'on est en train d'en ajouter quelques-unes. Dernière question, puis j'arrête là. En fait, il y a 2 objectifs dans ce projet de loi essentiels. Il y a aussi la partie qui concerne l'éolien. Mais pouvons-nous mener de front 2 objectifs aussi forts que la lutte contre la précarité énergétique et la lutte en faveur de la sobriété énergétique avec un seul dispositif? Est-ce que ce tout en un fonctionne? Est-ce que ce n'est pas 2 sujets différents qu'il faut traiter? Et on a un peu le sentiment qu'avoir ces 2 logiques-là qui se mêlent, on a vraiment un certain nombre de difficultés. Donc voilà, le miracle, c'est que c'est à la fois compliqué et lacunaire.
Monsieur Daniel Dubois. Monsieur le Président, merci. Des questions très pratico-pratiques. Hein. On aura le temps de discuter dans l'hémicycle hein, pour le reste. Au niveau d'habiter mieux, Madame, puisque vous êtes, Madame la Ministre, puisque vous êtes exprimée sur le sujet et vous voulez rendre le système beaucoup plus efficace. Donc j'avais envie de vous demander comment, mais deux questions un peu pratico-pratiques. Est-ce que vous allez augmenter le plafond de revenus pour pouvoir bénéficier d'habiter mieux, puisqu'on sent qu'aujourd'hui, il y a un réel blocage hein, pour agir globalement face aux bâtiments énergétivores. Deuxième question par rapport à la problématique crédit immobilier, les SACIR apportaient je dirais, des financements et permettaient aux familles démunies de pouvoir obtenir les subventions qui venaient en remboursement des emprunts. Face à la problématique crédit immobilier, avez-vous des propositions à faire? Enfin, le malus, finalement, c'est un nouvel impôt. Il ne faut pas se leurrer. Alors j'avais envie de vous demander, Madame la Ministre, si vous allez mettre de la TVA sur le malus dans la facture. J'ai quand même envie de le savoir, ça m'intéresse. Et puis enfin, une question un peu plus généraliste. Finalement, est-ce que le bonus-malus, Madame la Ministre, ce n'est pas l'embryon de la taxe carbone? La parole à la Fédération nationale des collectivités concédantes. Merci, Monsieur le Président. Non, mais comme vous connaissez ça, on les honore. D'abord, Madame la Ministre, puisque le Président me tend la perche, je voudrais dire que les collectivités organisatrices de la distribution d'énergie électrique ont apprécié cet été votre écoute sur les problèmes du FACÉ. Mais pour en revenir à la proposition qui nous est faite de notre collègue de loi, de notre collègue Brotte, je voudrais vous dire mon sentiment. Je crois qu'elle part d'un bon sentiment et que faire des tarifs différenciés pour encourager les économies d'énergie, nos concitoyens les plus démunis, part d'un bon principe. Mais que le système de bonus-malus qui nous est proposé, si on n'y prend pas garde, risque de se transformer, pas en bureaucratie, comme l'a dit notre collègue Besson, mais en tout cas en usine à gaz inapplicable. Alors j'aurais trois questions à vous poser. La première, est-ce que le zonage géographique pour l'application du bonus-malus, est-ce qu'il ne va pas conduire finalement, du point de vue du consommateur final, à la fin de la péréquation tarifaire, puisque le consommateur situé à Lille ne paiera plus son électricité au même prix que le consommateur situé à Marseille, par exemple. Y compris d'ailleurs si ces consommateurs ont fait le choix de rester au tarif réglementé avec leur fournisseur historique. C'est la première question. La deuxième, qui me semble pas simple à résoudre non plus, comment va être pris en compte l'évolution des zones géographiques? Bon, les régions climatiques, dans des régions réputées chaudes, il peut y avoir un hiver anormalement rigoureux. Comment cela sera-t-il pris en compte? Et en fait, la dernière question, je crois que vous avez évacué la conformité par rapport aux directives européennes. Je ne suis pas sûr que le système bonus-malus soit conforme à la concurrence organisée par les directives européennes sur le gaz et l'électricité. Bon, tout état de cause, je crois que cette loi, par peut-être d'un bon principe, elle aurait dû être peut-être réfléchi un petit peu plus, amélioré, et je crois qu'on aurait peut-être pu attendre la Commission nationale de la transition énergétique pour légiférer définitivement. Merci. La parole à notre collègue Riquier. Et Madame la Ministre, deux questions rapidement, puisque le temps presse. Je voudrais que vous me précisiez comment on va calculer le volume de référence. Et donc, vous avez parlé des pouvoirs réglementaires, c'est-à-dire est-ce que ce sera l'administration, quelle administration? Est-ce qu'on va créer les gabelous de l'électricité ou pas? Je pose la question. Les gabelous. Les gabelous, oui. Et deuxième question, c'est est-ce que vous confirmez bien que l'extension des bénéficiaires des tarifs sociaux sera financée par la hausse du prix de l'électricité à travers la CSPE qui déjà n'en peut plus, mais c'est déjà un autre débat. Mais des questions, Madame la Ministre. Je rappellerai d'abord que l'amélioration du texte, c'est l'objet du débat
Ensuite, sur l'articulation par rapport à son application, c'est un texte dont l'application doit prendre du temps. Il y a un certain nombre de dispositions réglementaires à prendre. C'est ce qui fait que c'est une réforme qu'il faut engager tout de suite, comme un certain nombre de réformes de structure qu'il faut souvent faire en début de quinquennat, parce que précisément leur application va nécessiter un certain nombre de dispositions réglementaires, un certain nombre d'évaluations qui prennent du temps, et donc c'est aussi ce qui justifie l'urgence, même si l'urgence est essentiellement motivée par les dispositions que j'indiquais tout à l'heure sur les tarifs sociaux. Il n'y a pas plus de logique intrusive dans le bonus-malus de l'énergie qu'il y en a dans le bonus-malus automobile. Ça, c'est un argument qui ne tient pas. On est sur un mécanisme qui est incitatif par rapport à des comportements, exactement de la même façon que chacun a un bonus-malus en fonction du fait qu'il a ou pas un comportement prudent sur la route. Ensuite, on n'est pas sur un tout-en-un par rapport à ce qui a été dit dans la proposition de loi. Il y a les dispositions sur les tarifs sociaux et le bonus-malus, ça par contre c'est quelque chose auquel je tiens, c'est un bonus-malus qui est universel, qui est adapté pour les tarifs sociaux, mais tout le monde sera concerné par le bonus-malus, y compris les bénéficiaires des tarifs sociaux. Sur le programme Habiter mieux, par rapport aux questions très précises qui ont été posées, c'est l'objet du travail que nous sommes en train de faire avec Cécile Duflot. Le but, c'est de faire beaucoup plus. Donc de lever un certain nombre de freins au développement de ces programmes. Si je prends l'exemple de l'éco-PTZ, une des questions qui est posée sur laquelle nous travaillons, c'est le problème, vous savez, de la certification qui est aujourd'hui confiée aux banques, dont ce n'est pas le métier d'apprécier ce que sont des bons travaux de performance énergétique, et c'est ce qui fait que ce dispositif de l'éco-PTZ n'a pas abouti au résultat qui était espéré. Sur le malus, je voulais indiquer d'abord qu'il n'y a pas plus de malus qu'il n'y a de bonus, puisque les deux s'équilibrent. Ensuite, que ce n'est pas un impôt. Et enfin, je voulais souligner que la TVA, aujourd'hui, s'applique à la CSPE, elle s'applique à la TCFE, et donc elle s'appliquera de la même façon au bonus-malus, comme le veulent les règles en vigueur. Sur l'idée que c'est une formidable idée, la tarification progressive, ça part d'un bon sentiment, mais le système est inapplicable. Je ne me range pas du tout à cette idée. Je crois que c'est une très bonne idée. Quand on a une bonne idée, il faut justement chercher à la mettre en œuvre. Ce que nous avons fait, la réalité, c'est qu'il y a une multitude de situations individuelles et que peut-être à terme, dans son cheminement historique, ce dispositif, petit à petit, entrera dans des critères de plus en plus précis pour calculer ce qu'on appelle le volume de référence. Mais c'est pour ça que moi j'ai défendu dans le débat à l'Assemblée nationale, par rapport à la complexité que vous évoquiez, le fait que les choses soient simples, que cela soit basé sur 3 critères, le nombre de personnes au foyer, la zone géographique, le mode de chauffage et d'eau chaude. Il y a la question de l'âge qui a fait l'objet d'une discussion. Vous savez la position que j'ai défendue sur ce sujet. Et donc, on est sur un dispositif qui peut paraître complexe lorsqu'on le lit dans la loi, mais qui sera simple pour les consommateurs. On cochera une case sur sa feuille d'impôt par rapport à la façon dont on est chauffé et la façon dont si l'eau chaude est faite au gaz et à l'électricité. Et ensuite, il y aura une ligne sur la facture. En ce qui concerne le zonage, par rapport au prix de l'électricité à Lille ou à Marseille, il restera strictement le même. Et il y aura même un même prix du bonus-malus que l'on soit à Lille et à Marseille. C'est la façon de le calculer qui prendra en compte le climat de Lille ou le climat de Marseille. C'est très important de comprendre qu'on est dans le respect d'une stricte égalité entre les citoyens. Le prix de l'énergie reste exactement le même et le bonus-malus, les modalités dans la façon dont il est calculé, vise précisément à ce que l'effort d'économie d'énergie soit récompensé de la même façon à Lille ou à Marseille et qu'au contraire la surconsommation d'énergie soit
pénaliser, c'est pas le mot, parce qu'il ne s'agit pas de pénaliser, soit désencourager, que l'on soit à Lille ou à Marseille. L'hiver rigoureux sera pris en considération avec un décalage dans le temps, c'est-à-dire qu'une fois que l'hiver rigoureux est passé, l'arrêté ministériel établissant le bonus-malus prendra en considération l'hiver rigoureux. En ce qui concerne l'eurocompatibilité, je voulais souligner que le bonus-malus s'applique à tous les fournisseurs et donc il n'y a pas de distorsion de concurrence entre les fournisseurs. Et de la même façon, d'ailleurs, la loi souligne qu'il ne doit pas y avoir de distorsion de concurrence entre énergies, c'est-à-dire qu'elle est dans une neutralité par rapport aux différentes sources d'énergie. L'objet de la loi, c'est les économies d'énergie, ce n'est pas de procéder à un choix dans les sources d'énergie. Enfin, en ce qui concerne le volume de référence, j'avais indiqué donc les 3 critères selon lesquels il serait calculé. Nous avons eu tout à l'heure la discussion entre service fiscal ou dispositif de GIP. En ce qui concerne la CSPE, j'ai donné les chiffres en termes d'impact, mais je rappelle que cette question de la CSPE fera l'objet d'une réforme dans le cadre du débat sur la transition énergétique et donc elle aura trouvé sa solution avant même l'entrée en vigueur du dispositif, puisque le dispositif entrera en vigueur d'ici 1 an et donc de façon concomitante, nous aurons travaillé à une réforme de la CSPE. Merci Madame la Ministre. Nous vous retrouverons donc le 30 dans l'après-midi. Vous m'avez dit que le gouvernement pourrait être représenté le 17, donc vous nous donnerez la personne. D'accord. D'accord. OK. Merci mes chers collègues. Pour ce qui concerne en tous les cas les gens de la Commission des affaires économiques, nous n'avons pas fini notre journée et je vous retrouve en séance. Voilà pour cette audition de Delphine Batho. Si vous souhaitez la revoir, elle est disponible en VOD sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous retrouve quant à moi cet après-midi à partir de 16h car vous pourrez suivre en direct sur notre antenne l'examen du traité budgétaire européen par les sénateurs. À tout à l'heure, 16h.